Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et d'avis sur les sujets marquants de l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs, des analystes, des hommes des médias qui vous font donc le décryptage toutes les semaines. Aujourd'hui, nous allons évoquer des sujets aussi importants au plan national et international. Au plan national, il s'agira de la situation sécuritaire, surtout avec la double attaque de Arbinda qui a fait, on va dire, 7 morts côté FDS et une 80aine de terroristes neutralisés. Nous allons donc débattre de ce sujet. Et puis, second sujet, il sera question donc des suites du dossier Yirgou avec l'interpellation de chef Korleo, évidemment, qui crée aussi des émeutes des Korleo. On l'a suivi cette semaine-là. On va donc en parler. Et puis, toujours l'écho, la monnaie, version donc UEMOA qui a été annoncée par Alassane Dramane Ouattara. Mais il reste quand même qu'il y a un peu de polémique parce qu'il y a aussi l'écho CEDEAO. Nous allons donc en parler. Et puis, dernier sujet, c'est le sujet international avec la Côte d'Ivoire, on va dire, le dossier Soro ou le retour manqué de Soro Guillaume et puis par la suite avec le démêlé judiciaire. Nous allons donc évoquer ce sujet-là avec mes invités. Sur le plateau, Lagui Bama, il est rédacteur en chef du Courrier confidentiel qui est un bimensuel d'investigation. Merci Lagui d'être sur ce plateau. Et puis à ma gauche, Évariste Faustin Concebo, il est chroniqueur média, président du cercle d'éveil qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être là. Et puis juste à la gauche d'Évariste, Parfait Silga, il est journaliste, analyste. Merci Parfait. Et puis dernier invité, Issa Kalengani, le directeur de publication de l'opinion, qui est un journal qui paraît désormais en ligne. Merci à vous tous d'être sur ce plateau pour en tout cas passer en revue les sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international. On va commencer avec ce sujet-là qui n'est pas du tout gai. C'est la double attaque de Arbinda. On a vu que donc il y a eu une attaque à Arbinda, des civils qui ont été attaqués, en même temps que le détachement de Arbinda. Au bilan, 80 terroristes ont été neutralisés, 7 forces de défense et de sécurité sont tombées. Du côté civil, 35 morts, dont 31 femmes. Quelle analyse déjà pour commencer? Parfait Silga. Je dirais d'abord qu'il faut d'abord s'incliner devant la mémoire de toutes ces victimes-là, les 7 militaires et les 35 autres victimes, dont 31 femmes, qui ont été victimes en fait de représailles. Parce que les terroristes qui ont été chargés par les militaires là, de retour, là, enfin, dans leur fuite, là, on procédait à des représailles contre ces femmes qui, certaines faisaient la corvée d'eau, certaines étaient en train de travailler. Donc, c'est d'abord de compatir à la douleur des familles. Et deuxièmement, c'est de féliciter, en tout cas, le détachement, les militaires, les gendarmes qui étaient sur les lieux, qui se sont battus, qui, en tout cas, dont la bravoure est reconnue par le gouvernement et par la haute hiérarchie militaire qui a tenu à se rendre sur le terrain. Et je dois dire que, en tout cas, des informations que nous avons, vraiment, ces boys-là se sont battus. Et ça montre que, effectivement, comme le chef d'état-major l'a dit, notre armée monte en puissance. Mais il y a aussi l'élément important, 2 éléments importants qu'il faut l'élever, c'est les renseignements. Je pense que les renseignements fonctionnent de mieux en mieux parce que ce sont les renseignements qui ont donné l'alerte depuis 2-3 jours, même une semaine. Et effectivement, quand les terroristes sont arrivés, ils ont trouvé le détachement là en alerte. Donc, je pense que ça a vraiment contribué à ce que la riposte là soit de taille contre les terroristes. Alors, il y a aussi, j'allais dire, la collaboration de la population qui a été, en tout cas selon les informations, très très importante dans la victoire des FDS. Alors, Parfait Silga, sur ce sujet-là, il y a quand même des versions contradictoires. On parle de représailles après avoir été donc pris en chasse par les FDS. Les terroristes auraient commis ces assassinats des populations. Mais ailleurs aussi, d'autres sources sécuritaires évoquent une double attaque, c'est-à-dire que 2 équipes donc, des terroristes, une qui attaque donc, les détachements, une qui attaque donc, la population. Alors concrètement, ici,
ici, quand on suit un peu le gouvernement qui s'est déporté, etc., est-ce que ça voudrait dire que certains se posent la question, quand on a 35 civils tués, on a 7 FDS tués, ça fait 42 par rapport à 80 terroristes. Est-ce que concrètement, qu'est-ce qui est ici qui fait le triomphe concrètement? Le triomphe, c'est la bravoure du détachement, où on a des militaires, on a des gendarmes qui ont très bien collaboré pour effectivement repousser. Et comme je dis, ils étaient préparés. Il y avait déjà une alerte et ils avaient déjà l'information. Ce qui s'est passé, en tout cas, selon les informations que nous avons en notre possession, c'est qu'il y a d'abord eu des tirs dans la ville. Et les tirs, c'était comme pour attirer les militaires. Et quand ils sont allés pour voir effectivement ce qui se passait, c'est à ce moment qu'il y a eu un véhicule bourré d'explosifs qui a pu rentrer dans le camp, qui a explosé. Et c'est à cette explosion-là qu'effectivement, il y a eu déjà les premières victimes chez les militaires. Donc, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de voir qu'effectivement, notre armée monte en puissance. Et à ce détachement-là, il y a déjà eu des actions fortes comme ça. Et il faut espérer que cette lancée-là se poursuive dans les autres détachements et qu'effectivement, de plus en plus, les victoires soient plus nombreuses que les pertes chez les FDS. Évariste Kossebo, est-ce qu'on va dire peut-être propagande, opération de marketing ou bien réalité sur le terrain par rapport à ce qui s'est passé? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les faits relatés, nous les tenons de l'état-major, parce que sur le théâtre des opérations, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'autre source que celle de l'état-major qui nous remonte les informations. C'est un. De deux, je suis vraiment affligé, et je l'étais, d'autant plus que maintenant ce que je viens d'apprendre, je le suis encore plus, parce que quand on me dit que l'armée monte en puissance, moi je me demande quels critères on utilise pour évaluer donc cette montée en puissance. C'est les 80 terroristes tués, mais moi je dis que ça c'est pas un exploit. Un terroriste quand il vient, c'est pas pour vivre, c'est pour mourir. En revanche, quand on regarde un peu la structuration, 31 femmes et les civils, ça c'est très affligeant. Et maintenant quand on me dit qu'on avait les informations et que et même que c'est des actions de représailles, là je dis alors là, on avait les informations et peut-être qu'on aurait pu, toutefois je le dis, à chaque fois qu'il y a eu des drames, peut-être qu'on tire des leçons pour éviter le pire. Quand on a les informations, on sait. Quand on dit représailles, c'est quoi? C'est-à-dire que peut-être il n'y a pas eu assez de mesures de protection par rapport donc aux civils. Maintenant, tout ça, en fait, ça donne un peu un malaise. Mais ce qu'il faut dire, il faut dire peut-être, nos FDS, c'est vrai, c'est une nouvelle guerre pour eux, c'est une nouvelle situation, ils s'adaptent. C'est vrai qu'ils ont réussi à repousser, mais il faut souhaiter qu'ils arrivent à faire encore mieux. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. C'est ce qu'il faut dire. Alors, Lagui Bama, on a vu que dans le communiqué de l'état-major, il n'était pas fait mention des 35 civils qui ont été tués, que c'est le chef de l'État, dans un communiqué qui s'adressait, dans lequel d'ailleurs il a décrété le 48 heures donc, de deuil national, qu'il a évoqué donc, les 35 civils tués. Est-ce que pour l'armée, les civils, ça ne compte plus dans les victimes, ou est-ce que c'était une façon de communiquer autrement que de dire la réalité du terrain? Non, je crois que c'est une remarque est très pertinente. Surtout quand on nous dit que le renseignement a bien fonctionné, les gens étaient renseignés et ils s'étaient préparés pour attendre l'attaque. Et au bout du compte, contrairement à ce que le gouvernement veut faire comprendre, contrairement à ce que mon confrère Parfait Siga dit, on n'aurait pas pu avoir ce bilan-là. Si tant est qu'il y avait eu un renseignement qui a bien fonctionné et que les gens étaient vraiment préparés à faire face à toute éventualité. Et ce n'est pas 7 morts, même pas 7, parce que dès le lendemain déjà, à l'aller, on parle de 11 morts aussi là-bas. Tout à fait. Et on se demande si ce renseignement c'était fait juste pour le camp, pour qu'ils puissent se préparer pour se protéger eux-mêmes en militaires là-bas, et puis laisser la population comme ça à la merci des terroristes. Parce que ce bilan-là, moi, contrairement à ce triomphalisme béat qu'on veut nous faire, en tout cas, adopter là, moi, je ne marche pas parce que ça ne me permet pas d'être triomphaliste. Il ne nous permet pas d'être triomphaliste en tant que Burkinabé parce qu'on voit souvent en France, quand même un seul militaire tombe, c'est l'émoi, c'est la consternation générale. Aujourd'hui, on sent que la communauté du gouvernement s'attend plutôt à nous faire accepter
les morts dans nos rangs. C'est ce qui se passe. Les gens meurent, les militaires meurent, mais on fait une combinaison pour nous faire croire que non, c'est pas trop grave, il faut accepter ça, c'est normal, et on passe dessus. Sinon, quand même, 7 morts parmi nos militaires, dès le lendemain, 11 morts en plus, ça fait combien? 19? Non, 18. 35 morts avec des terroristes, dont on ne veut pas qu'on en parle souvent, mais moi je vais en parler. On nous dit qu'il y a eu 80 morts parmi les terroristes. Où ils sont? Quand on pose cette question, on dit non, vous êtes trop négativiste. On a vu des images, bon, pas on a pu décompter les 80 terroristes. On a vu des images en tout cas qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Moi en tout cas, je reste vraiment dubitatif. C'est vrai qu'on pose ces questions-là, on n'aime pas, les gens n'aiment pas qu'on les pose, mais moi je les pose parce que jusqu'à preuve le contraire, nos 7 militaires qui ont été tués, on peut les retrouver, c'est clair. Mais du côté terroriste, moi, jusqu'à preuve le contraire, on n'a pas pu décompter ces terroristes devant moi, je ne peux pas croire. Donc peut-être c'est ça. Quand vous n'êtes pas allé sur le terrain, là, Guibama, vous n'êtes pas allé sur le terrain, des gens sont allés sur le terrain, ils ont vu les corps des terroristes qui étaient alliés. Donc quand vous dites vous ne croyez pas, on a décompté 80, on a décompté 80. Vous n'êtes pas allé sur le terrain. Permettez-moi que je puisse douter aussi. Vous ne pouvez pas douter parce que... Pourquoi pas? Vous doutez Qu'est-ce qui me du permet de nombre ne pas douter? des militaires qui sont morts. Non, pour que vous ne doutez pas de ça. Non, là, c'est les militaires qui sont morts. Oui. On peut les retrouver, on peut décompter ces militaires-là. Mais que les terroristes, jusqu'à preuve du contraire, quand on connaît ce gouvernement, moi, pour ce que ce gouvernement m'a habitué à connaître de sa communication, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire parce que plusieurs fois, on nous a servi que du mensonge. D'accord. Voilà. Plusieurs fois, et sur ce cas-là précis-là, des gens sont allés sur le terrain. Vos confrères, des confrères sont allés sur le terrain, ils ont vu les corps. Quand vous dites que vous ne croyez pas, bon, voilà, il aurait fallu être sur le terrain pour dire que vous ne croyez pas. Parce que ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais vu officiellement l'état-major. Qu'est-ce qui gêne l'état-major de présenter des corps des terroristes de façon officielle? Là, ce qu'on a, ce sont des images. Les journalistes sont allés, ils ne les ont pas publiées dans les médias non plus. Quelques questions d'éthique journalistique, on va dire. Mais ce sont les réseaux sociaux qui nous relatent des choses et que forcément, pas toujours vrai ou pas de source officielle. Est-ce qu'on peut s'en tenir à ça? Mais pourquoi vous n'allez pas vous en tenir à ça si vous n'avez pas d'autres sources? C'est ça qui est le problème. Lengani. C'est une situation vraiment ubiesque, hein, parce que, bon, 35 civils tués, dont 31 femmes, et on est glorieux. On est glorieux. Permettez-moi quand même de pleurer pour ces morts-là, pour ces victimes-là, que nos militaires étaient chargés de défendre. Je suis tout à fait d'accord que pour une fois, on a résisté vaillamment, c'est à noter. Effectivement, le renseignement a fonctionné, mais a servi, j'ai l'impression que ça a servi aux nôtres, à nos militaires, pour se barricader et attendre les autres. Or, jusqu'à plus du contraire, le rôle de l'armée, ce n'est pas de se barricader dans ces camps, c'est de défendre les civils. Donc, on a laissé les civils se faire massacrer. Je termine, s'il vous plaît. Et je dis que là, c'est peut-être une première fois. Il faut en tirer les leçons. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et quand le renseignement arrive, ce n'est pas pour se prémunir contre l'attaque, mais c'est pour aussi prévenir l'attaque contre les populations. Anticiper. Et je crois que là aussi, c'est une leçon pour la population, parce qu'elle est dramatique, mais c'est vrai. Mais ça veut dire que ce ne sont plus que les militaires qui sont visés, mais aussi les civils. Et donc, chacun cherche, à part de ce moment-là, situer ses responsabilités et voir comment s'engager dans le combat. Mais je suis vraiment outré par la communication de notre armée. Je pense qu'elle a manqué une occasion de se taire. Parce que crier le tour de France dans cette situation, je trouve que c'est inadmissible. Et je voudrais, et c'est indécent, comme le dit le docteur Évariste, et je voudrais vraiment appeler ceux qui sont chargés de la communication de l'armée à revoir la copie. Et pour terminer sur ce point, moi je crois que le plus important, c'est comme l'a dit Bama par exemple, il faut tirer une leçon de ce qui se passe pour essayer d'avancer. Il ne faut pas forcément voir dans ceux qui critiquent des gens qui sont contre l'armée, des gens qui sont contre le pouvoir, des gens qui sont contre l'MPP. On a rien à foutre avec l'MPP et le pouvoir quand ce sont des vies humaines qui sont en danger. Leur devoir, c'est d'assurer ces vies-là. Et s'il y a un problème, on doit avoir le courage de dénoncer. Et c'est ce que nous faisons tranquillement ici. Je voulais dire une chose. D'accord. Je pense que les militaires, avec les informations qu'ils avaient, ne se sont pas barricadés.
si vous avez des informations, vous saurez qu'il y a eu des combats dans la ville de Arbinda. Donc, à un moment donné, il y a eu des combats parce qu'on tentait effectivement, les militaires tentaient effectivement de protéger des populations. Et j'ai dit, c'est parce qu'il y a eu des... Non. Le novice va te poser la question. Alors, le novice va te poser la question. Comment se fait-il que c'est à l'intérieur de Arbinda qu'on fait le combat? Pourquoi est-ce que ces terroristes qui viennent n'ont pas été stoppés hors d'Arbinda? Parce que là, déjà, c'était la cible. Parce que, bon, si vous ne le savez pas, quand on se barricade dans un camp fort, ce n'est pas dans le camp qu'on reste. On poste des gens à l'avant pour continuer, éventuellement, pour jouer aux éclaireurs, etc. Est-ce que ces gens-là qui sont battus dans Arbinda, au lieu de prévenir avant, parce que si on doit défendre Arbinda, ce n'est pas dans Arbinda, c'est avant Arbinda qu'on défend Arbinda. C'est vous qui avez dit qu'ils se sont barricadés. Mais c'est ça le barricadage. Non, c'est vous qui avez dit. Moi, j'ai dit qu'ils ne se sont pas barricadés parce qu'il y a eu des combats dans la ville d'Arbinda. Voilà. Maintenant, je voulais relever quelque chose. Et avant de commencer, j'ai dit, il faut s'incliner, il faut compatir à la douleur des familles. Ça, c'est très important. Et je ne crois pas que dans tout ce qu'on a vu comme communication, il y ait eu une tendance à banaliser les morts. Non, ça n'a pas été fait. Mais pourquoi l'état-major n'a pas signalé les 35 morts dans son communiqué? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi il fallait attendre que le chef de l'État, lui, précise qu'il y a 35 morts, alors que l'état-major n'a pas communiqué? C'est un choix de communication qui a été fait, qui peut être critiqué. Mais en tout cas, au moins, on n'a pas omis une mort. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Maintenant, quand j'écoute les uns et les autres, c'est comme si on dit, oui, on a eu 7 militaires qui sont morts, on a eu 35 personnes 35 civils qui sont morts, et on dit, non, c'est pas le plus important. Non, ce sont des Burkinabés qui sont morts, c'est important. Mais au moins, on reconnaît ici qu'il y a eu une bravoure quand même qu'il faut relever. Et ça, c'est bon parce que ici, on va tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et je pense que, comme je l'ai déjà dit, le plus important là, c'est de se projeter. C'est dire, avec les leçons qu'on tire, avec la montée en puissance de l'armée, peut-être que demain, on n'aura plus 35 civils. On aura moins que ça. Et de plus en plus, les militaires vont arriver à mieux protéger la population. Pour arriver à cela, il faut que les militaires écoutent les gens comme nous qui les critiquons. Pas ceux qui les encensent pour dire ce qu'ils ont fait. Merci, parfait. On va suivre un élément. Parfait parlait tantôt de reportage sur le terrain, de journalistes qui sont allés sur le terrain à Arbinda. On a un reportage de BF1 qui a été également parmi ces journalistes qui ont été faire le terrain à Arbinda. Le chef d'état-major général des armées aux côtés de ses hommes, au lendemain de l'attaque terroriste du détachement militaire de Arbinda. Les combats ont duré plus de 2 heures, mais la détermination des soldats burkinabés a permis de neutraliser environ 80 terroristes, explique le chef de la troupe. De nombreux terroristes ont dû battre en retraite face à la puissance de feu des soldats, laissant derrière eux environ 70 motos, des armes et des munitions récupérées par les FDS. Un acte de bravoure salué par la haute hiérarchie militaire. Ce qu'ils ont fait, c'est du vrai burkinabé, c'est le vrai burkindi. Et c'est pour ça que je suis venu ici, aujourd'hui, jour de Noël, pour leur témoigner cette satisfaction-là. Vous savez, ce détachement n'est pas son premier coup. Ce détachement nous a habitués à voir des résultats. Plus ils sont attaqués, plus ils montrent encore de la détermination. Et si vous avez remarqué, depuis ces derniers temps, nos sommes montent en puissance. Donc, cet acte-là, ça montre que les soldats burkinabés se sont réveillés et qu'avec la grâce du Tout-Puissant, 2020, ça sera notre victoire. Mais pour parvenir à cette victoire, il va falloir maintenir le cap, même détermination, même dévouement, dira Moïse Minougou, qui invite par ailleurs le peuple burkinabé à soutenir et à croire davantage à son armée. Le message que j'ai au peuple burkinabé, pour le peuple burkinabé, c'est leur dire d'avoir confiance à leur armée, de savoir qu'il y a des hommes qui laissent leurs femmes, qui laissent leurs enfants et qui viennent en brousse ici pour défendre la nation. Et je pense qu'on doit respecter cela. J'ai toujours dit, un militaire qui quitte sa maison pour venir en opération, il n'est jamais sûr de repartir. Mais il vient quand même.
ça montre sa détermination. Et je crois que normalement le peuple devait être derrière leur armée, derrière leurs militaires, qui sont leurs enfants, qui ont décidé de sacrifier leur vie pour eux, pour qu'en plus, ces soldats-là puissent avoir beaucoup plus de courage et de détermination. Dans cette attaque du 24 décembre, 7 soldats burkinabés et 35 civils ont perdu la vie. En leur mémoire, un deuil national de 48 heures a été décrété par le président du Faso. Le chef d'état-major général des armées leur a rendu hommage, là où ils sont tombés. Il a en outre rassuré les soldats engagés sur le terrain de la détermination de l'État à mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission. Du fond du cœur, les mots me manquent. Vous avez fait du beau boulot. Vraiment, c'est du fond du cœur. Alors voilà, donc on était sur le terrain. On a vu que par exemple le gouvernement a fait une descente importante, outre en fait l'état-major, mais il y a eu aussi des ministres civils, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, un ensemble de ministres, ministre de la mission territoriale, au moins 5 à 6 ministres sont allés sur le terrain pour donc cette circonstance-là. Mais dès le lendemain, on a eu aussi une autre attaque d'un détachement, le détachement de Bourzanga à Alalé, donc qui a fait également 11 morts. Non, ce que j'ai vu l'élément, mais ce que je ne comprends pas, ce qui m'a toujours gêné depuis le début de cette histoire, c'est le chef d'état-major général lui-même dit qu'il faut que les Burkinabés soient derrière leur armée. C'est comme si les Burkinabés n'étaient pas derrière les FDS. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Parce que les Burkinabés savent que les FDS sont là pour les protéger, pour les défendre. Les Burkinabés savent que chaque FDS qui tombe, en fait, il donne sa vie pour protéger des dizaines et des dizaines d'autres Burkinabés. Donc, moi, je ne sais pas quel problème il y a de fond. Apparemment, ça, c'est un problème. Mais peut-être qu'il faut qu'ils communiquent davantage pour que nous comprenions, nous, parce que quand on nous sert ce discours-là, franchement, je ne sais pas. Mais est-ce que le fait que le chef d'état-major général des armées se soit déplacé, ce n'est pas déjà un élément important pour remonter quand même le moral et tout? Parce qu'on a vu plusieurs attaques, on a vu personne sur le terrain. Je ne vais pas rentrer dans ces histoires de communication militaire. Il y a quand même fait l'histoire de l'armée de façon universelle. Moi, je vous dis qu'il y a eu des cas où les chefs d'état-major doivent être même sur le théâtre des opérations. Nous, on a vu des cas, je ne vais pas remonter à la Seconde Guerre mondiale, que vous prenez tous ces grands généraux, ils étaient à côté de leurs hommes. Maintenant, peut-être que c'est leur manière, leur méthode. Je sais que nous sommes en Afrique, ça je sais, et ce n'est pas seulement le cas du Burkina. Les armées africaines... Au Niger, à côté, on voit contrairement les choses. Même le Tchad, c'est des pays qui ont été éprouvés à ce genre de problème, donc, qui ont dû prendre leur responsabilité. Peut-être, comme il a dit, ils sont en train de monter en puissance. Peut-être qu'ils sont en train... Il a dit un mot que moi je retiens, nous sommes en train de nous réveiller. Ça, peut-être, c'est le réveil. Sinon, pendant longtemps, il faut croire qu'il y avait un sommeil. Mais qu'à cela ne tienne, c'est vrai qu'il y a eu des communications et autres, tout ce qui touche à la morale. Tous les Burkinabés sont debout devant leur FDS parce que nous sommes liés, c'est un lien. C'est le boulot que les FDS font. Si les FDS venaient à ne pas être là, mais c'est tous les Burkinabés, nous tous ici, nous sommes appelés à aller. Donc, en fait, donc, il n'y a pas, en fait, je sais pas quoi, il n'y a pas un problème, quoi. Mais apparemment, ils nous font dire qu'il y a un problème. Bama ? Plus de communication que de réalisme, ou faux, c'est nécessaire pour remonter le moral des troupes, pour essayer de créer la motivation, parce qu'on a remarqué que depuis les attaques, si on se souvient, rarement on a vu en fait, le gouvernement ou l'état-major descendre sur le terrain après une attaque. Et ça, c'est dommage d'ailleurs. Je ne vois pas en quoi ça c'est un événement. Au contraire, il devait être là tout le temps. Moi, je ne vois vraiment pas en quoi on doit noter ça comme quelque chose d'extraordinaire. Il faut s'y réveiller. Maintenant c'était comme si moi, avec Évariste, on s'était communiqué. Quand j'ai vu l'élément, cette partie de phrase du chef d'état-major, vraiment, ça m'a tiqué. Comme s'il y avait des Burkinabés qui n'étaient pas derrière leur armée. Il va falloir qu'ils nous expliquent ça. C'est à croire que, bon, nous tous, on devait se taire, même quand ça ne va pas, on dit non, tout va bien. Et puis, bon, on est derrière l'armée comme ça. Je dis non. La meilleure façon d'être derrière l'armée aussi, c'est aussi... Est-ce que le général Minigou ne prêche pas pour l'union sacrée, dire aux uns aux autres, que ce soit l'opposition, à la majorité, aux différentes catégories de citoyens, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut nous dire qu'il y a un groupe de Burkinabés qui n'est pas derrière son armée aujourd'hui? Est-ce qu'on peut l'identifier et puis nous l'indexer? Nous, on saura comment le traiter, ce groupe-là. Mais jusqu'après le contexte, tant qu'on ne peut pas monter ce groupe-là, qu'on évite ce genre de discours-là qui frustrent à la limite certaines personnes. Parce qu'à la limite, on croit que non,
quand on est derrière l'armée, c'est de s'asseoir pour dire oui, tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a rien à critiquer, et puis bon, ça va. Non, c'est pas comme ça. D'accord. Lengani? Vraiment, j'avoue que quand j'ai l'élément, je trouve quand même que c'est terrible. Le général Minungu semble nous dire que j'ai gaspillé mon Noël pour venir vous saluer. Qu'avait-il à nous dire que le jour de Noël, je suis venu vous saluer? Et comme l'ont dit les uns les autres, mais son travail là, c'est avec les éléments. Que ce soit Noël, Pâques ou bien le Ramadan ou bien la Tabaski. Ce sont déjà sur place là-bas. C'est ça. Militaire. Et puis, il ne nous apprend rien en nous disant que quand on s'engage dans l'armée, on sacrifie sa vie. Ça, si c'est maintenant qu'il découvre ça, mais c'est très grave. Nous, on le sait. Et je crois que c'est un message qui même peut galvaniser les touristes. Pourquoi? Quand vous dites que vous donnez l'impression que l'armée est coupée du peuple, mais ça veut dire qu'on peut massacrer ces gens-là, on peut les attaquer et puis il n'y a rien. Non, ce n'est pas vrai que notre armée nous ne sommes pas sensibles à ce qui se passe à notre armée. Non, ce n'est pas vrai. Et comme on le dit, bon, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Est-ce que, comme on dit que le diable se trouve dans les détails, est-ce qu'on n'est pas un peu trop sévère dans l'analyse du discours de Minungu, que l'acte qu'il a posé en allant quand même sur le terrain pour rencontrer les soldats qui ont fait quand même un effort la veille, qui ont lutté, etc. Moi, de mon point de vue, s'il y a des gens à encourager, c'est ceux qui souffrent le plus, ce n'est pas ceux qui s'en sortent le mieux. J'aurais aimé le voir là où effectivement ça n'a pas marché. Pour leur dire, voilà, ça n'a pas marché, mais je vous encourage à faire davantage. Mais pas aller acheter, c'est-à-dire prendre la victoire des autres. Parce que la victoire, c'est ceux qui étaient sur le terrain, ce n'est pas lui. Et puis, bon, moi, je voudrais quand même que l'on soigne notre communication. C'est extrêmement important. Nous sommes dans une guerre où la communication aussi a son rôle. Et communiquer de cette manière. Bon, regardez même les visages, les paroles, tout ça. On n'a pas l'impression de quelqu'un qui allait dans un terrain où les gens sont battus, les gens ont sué, les gens ont failli mourir, des gens sont morts, etc. Il y a même le faciès doit être cultivé. Ce n'est pas du théâtre, c'est vrai, mais on ne peut pas aller aussi faire n'importe quoi aussi là-bas, sur le terrain des opérations. Parfait, on a vu aussi des milices, je disais, des milices civiles quand même en masse. Hein. Non, je voudrais d'abord, par rapport aux militaires, dire que ce n'est pas la première fois que le général se rend sur le terrain. Donc avant Arbinda, il était à Futuri. Il est allé à l'est avant de venir là-bas. Et avant cette attaque, il est allé plusieurs fois sur le terrain rencontrer les hommes. Et ça a été médiatisé. Pas au lendemain d'attaque? Je dis pas, mais il y a toujours des attaques. Il y a eu plusieurs attaques sur plusieurs camps. Il allait voir plusieurs fois des détachements. Non. Le fait d'aller voir de façon, j'allais dire, de façon routinière des détachements, c'est différent d'aller au lendemain d'une attaque. C'est ce qu'on est en train de dire. Non, ce que je voulais dire, et je pense que c'est quand même bon. Et j'ai l'impression que vous riez dans les brancards. Je vais dire une chose. Parce que pour moi, quand on va rencontrer des hommes au lendemain d'une attaque et qu'on leur donne ce message-là, pour moi c'est important. Ça permet de remonter les morales. Et deuxièmement, je ne crois pas avoir senti qu'il y a un problème entre l'armée et le peuple. En tout cas, je ne sais pas comment vous avez fait votre analyse. Merci. Mais je dis, il n'y a pas de problème entre l'armée. Maintenant, c'est un appel qu'il lance pour dire, nous devons être avec notre armée. C'est ça, pour moi, c'est ça qui est le plus important. On n'a pas encore senti. Les mots ont leur sens. Et le temps des verbes aussi ont leur sens. Oui, c'est-à-dire qu'il a dit les Burkinabés devraient être derrière leur armée. Ça veut dire quoi? On n'est pas derrière notre armée. Ils devraient être. Ça veut dire quoi en français? Voilà. C'est-à-dire que l'appel... On peut comprendre que le général Minungu n'est pas spécialiste de communication. Vous êtes des hommes des médias, c'est peut-être la perception est plutôt différente. Mais on va parler de la revendication. Au lendemain donc, de ça, on a vu quand même une revendication d'une branche de l'État islamique qui a été révélée par certains médias, notamment une branche de Boko Haram alliée donc, à l'EI. On l'a vu, le journal Le Monde, RFI en ont parlé. Oui, qu'est-ce que ça vous... C'est vrai que c'est à peu près la même faction qui attaquait au Niger récemment, où il y a eu vraiment l'hécatombe. Mais c'est vrai que ce communiqué, de toute façon, c'est des sources qui semblent être quand même faire autorité en matière de terrorisme. Mais
Est-ce que ce n'est pas inquiétant aujourd'hui quand on parle, ça nous montre en fait une sorte de métastase totale dans la zone, parce qu'on voit qu'il y a deux groupes qui naissent. Ce groupe-là, par exemple, est totalement encore nouveau sur la scène. Un nouveau groupe. C'est un nouveau groupe, mais dans leur communiqué, c'est vrai, quand on regarde, ils ne parlent pas du tout des... Bon, ça c'est communicationnel, on comprend quoi. Ils ne parlent pas du tout, par exemple, des civils qui sont tombés, quoi, qui ont été vraiment assassinés lâchement, quoi. Merci. On va continuer. Je rappelle que cette émission est interactive, donc les téléspectateurs peuvent donc déjà s'inscrire, appeler, s'inscrire et nous les rappellerons pour prendre leur intervention sur le sujet qui leur, en fait, le sujet sur lequel ils voulaient donc intervenir. On continue sur notre second sujet. Il s'agit des suites du dossier Yirgou. Alors Yirgou, on le rappelle, début 2019, donc 1er janvier 2019, il y a eu donc un massacre à Yirgou dans le Sandamantenga. Et puis beaucoup de choses se sont dites, le procureur s'en est saisi, la justice s'en est saisie. Aujourd'hui, le dossier, on va dire, est donc en instruction. Le juge a déjà entendu une centaine de personnes. On parle de 12 personnes aujourd'hui qui doivent avoir été donc interpellés, dont des chefs corloraux, et dont également le dernier, c'est celui de Boulssa. Le chef corloraux de Boulssa a été arrêté et automatiquement ça a créé une sorte d'émeute des corloraux qui ont même dû barrer la RN44, la RN4, hein, pour ne pas entendre 44, la RN4, et il a fallu donc l'intervention des CRS pour débloquer. Oui, moi je pense que, bon, comme on a l'art de dire mieux vaut tard que jamais, sinon quand même un an après les faits, après avoir inculpé, entendu, en tout cas mis en cause, pratiquement 200 personnes sur 210 victimes, et qu'aujourd'hui on se retrouve avec 12 personnes, on peut critiquer. Mais connaissant ce Burkina Faso d'aujourd'hui, je préfère me réjouir des efforts qui sont faits et encourager, et demander à ce qu'on fasse davantage. Parce que, et c'est là ce que nous disons depuis longtemps, à force d'attendre, on permet à ceux qui ont commis les actes de s'organiser et de riposter éventuellement. Je me dis que si au lendemain des événements, au lieu que le chef de l'État aille demander pardon aux génocidaires, si dès ce moment, il avait dit aux populations que ce qui avait été fait était extrêmement grave et qu'il ne pouvait pas, en tant que président de Faso, tolérer que des Burkinabés s'entretuent, s'il avait dit cela, et que par la suite, il y avait des actes qui étaient posés, je pense que les populations allaient mieux comprendre. Mais on donne le temps aux gens, à ceux qui ont commis les actes, de s'organiser, et effectivement, de devenir aujourd'hui plus ou moins une sorte de milice, effectivement, qui va se défendre. Et moi, je me demande comment est-ce qu'on peut arriver à la justice dans une telle situation. Je me dis qu'il faut que nous accompagnions tous les efforts qui sont faits, notamment l'organisation qui est née pour défendre de manière particulière cette situation, et qui est aussi les mouvements des droits de l'homme, qui, de mon point de vue, ont été plus ou moins tièdes dans cette affaire, montent véritablement au créneau pour permettre effectivement à la nation entière de prendre en charge ce dossier. Lagui Bama, le procureur Abdulkader Nagalo récemment s'est exprimé chez nos confrères chez nos confrères, il a donné une interview accordée à nos confrères de Libre Info, bien sûr, et il disait que sur les 210 mois annoncés par le collectif contre la stigmatisation et l'impunité, il en est en tout cas aujourd'hui un chiffre clair de 50 corps que la gendarmerie a retrouvés et 66 personnes de disparues. Donc voilà, et sur les 180 mandats d'amener émis, 12 personnes ont été interpellées, dont les chefs corloraux. Est-ce que la moisson est très maigre? Ou est-ce que la justice est dans sa volonté réellement de sortir de ce dossier-là avec la vérité? Bon, moi vraiment, cette guerre de chiffres-là, je ne sais pas comment je peux rentrer dedans. C'est difficile à gérer ce genre de situation-là. Mais moi, je pense que là n'est pas le plus important. Hein. Le plus important, c'est d'arriver à rendre justice. Et je pense que dans ce sens, c'est vrai, comme Lengani l'a dit, et on aurait voulu que ça aille plus vite que ça, mais Dieu merci, on est sur la voie. Et ce qui est dommage, c'est le comportement des Kolowego. Et ça aussi, moi, quand en analyse, moi, je n'en veux pas trop à ces gens-là. Ils sont dans leur bon rôle, surtout par rapport à ce que ce pouvoir-là a en tout cas mis en place comme condition pour ces gens-là. Parce que quand ce groupe d'autodéfense a commencé,
Je crois que moi, en tout cas, j'étais de ceux-là qui ont salué, en tout cas, leur comportement sur le terrain en termes d'apport dans la traque des grands bandits. Surtout à l'Est, on a vu leurs efforts pour éradiquer un tant soit peu ce phénomène de grand banditisme. On a tous salué leurs efforts. Et en son temps, on était tous d'accord qu'il fallait encadrer ces gens pour qu'ils puissent être toujours efficaces dans ce qu'ils sont en train de faire. En son temps, Simon Compaoré était ministre de la Sécurité. Il a fait des déclarations. Il a promis que ces gens allaient être encadrés, on allait les mettre dans les conditions pour qu'ils puissent être, en tout cas, dans la République. Mais à la vérité, dans les faits, rien n'a été fait dans ce sens. On les a laissés continuer à se comporter comme, en fait, des délinquants à la limite. Et ça, c'est dommage. Et ce qui a mené à cette situation aujourd'hui, où ils pensent qu'ils sont dans un état à part, à eux, où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et puis rien ne peut leur arriver. C'est ce qui a amené à ce qui s'est passé sur la RN4 la dernière fois. Dieu merci. Et là, je salue en tout cas le comportement des forces de l'ordre qui sont allées les déloger. Et je pense qu'il faut continuer dans cette logique-là pour amener ces gens. On ne dit pas qu'ils ne sont pas bons pour la République, mais il faut qu'ils restent dans la République pour travailler. Quand on a vu par exemple la CRS aller les déloger, est-ce que ça ne donne pas un signal que quelque part il n'y a pas vraiment de politisation assez de cette affaire de Corlearo, ou alors du moins le politique qu'on cite là est en train tout simplement peut-être de s'en laver les mains? Non, je ne pense pas que ce serait trop manichéen quand même, parce qu'on sait comment ce groupe-là a évolué quand même dans le temps, surtout avec les déclarations de Simon Compaoré à son temps. On ne peut pas dire qu'ils sont étrangers à ce qu'ils font. Ah oui, ça, il ne faut pas être amnésique. Hein. On a vu ce que Simon Compaoré a eu comme comportement vis-à-vis d'eux au départ, et il a même tenté à un moment donné de les officialiser en leur donnant comment on appelle ça, des récépissés de reconnaissance, je crois, non? Et tout ça. Donc aujourd'hui, venir s'en laver les mains pour dire non, on n'a rien à voir, c'est faux, c'est pas possible. D'accord. Alors parfait, Sylvain. Non, je voulais dire que le dossier évolue quand même bien, 12 personnes sur 180, c'est peu. Je relève quelque chose de très important. Lui, il a parlé de guerre des chiffres. Moi, c'est quelque chose de très important. Alors ici, sur ce plateau, où en tout cas, dans plusieurs, il y a eu plusieurs événements où les gens ont affirmé avec force conviction qu'il y a 210 morts. Là, le procureur dit les OPJ ont dénombré 50 corps. Je pense que c'est ça qui... Parce que... Oui. 66 disparus. Oui. Ce que les associations ont toujours dit, c'est 210 personnes tuées. Le procureur vient dire clairement, nous avons dénombré 50 corps. Donc, quand on parle des disparus, les disparus, ce n'est pas des corps qu'on a retrouvés. Ça, c'est au moins quelque chose d'important. Mais je voulais dire une chose, il faut que nous puissions... Mais les disparus n'existent plus. Il faut que nous puissions... C'est important de le dire, non? Les disparus, ce sont des morts... Parce qu'ils auraient dû être dans leur famille, avec leurs enfants, avec les autres. Non. Attendez. Il faut laisser passer jusqu'au bout de sa logique. Oui. Ah, d'accord, je comprends tout à fait. Non, c'est mon devoir aussi de poser des questions au fur et à mesure. Oui, ce que je voulais dire... Ça soit plus clair. Loukman, est-ce que tu peux me laisser continuer? Allons-y, bien sûr. Voilà, je veux dire que dans ce pays, on nous a habitués à des déclarations à l'emporte-pièce. On nous a habitués... C'est ce qui s'est passé à Bourgou quand il y a eu l'attaque. On dit, non, en réalité, on est en train de tromper le peuple. En fait, c'est 90 morts. Et à la fin, on se rend compte, le procureur sort une note où il dit, voilà le nombre de victimes. Je pense que ce que je voulais dire ici, avec cette affirmation, c'est que nous devons faire confiance à la justice. Voilà pourquoi je dis, déjà, c'est un premier pas. Il faut espérer que les personnes qui sont inculpées là puissent être effectivement déférées et qu'on travaille à ce qu'il y ait la vérité sur cette affaire. Sinon, on va continuer à avoir cette guerre de chiffres, comme le dit Lagibama, qu'il y a 50 personnes, il y a 210 personnes. Mais il faut faire confiance au procureur qui dit qu'il y a 50 corps, il y a 60 disparus. Mais quand on dit disparus, je ne crois pas que ce sont des personnes qui sont mortes. C'est ce que je voulais dire. En langage judiciaire, oui. Mais dans la société, le collectif a dit certainement 210. Le collectif n'est pas encore revenu sur ce chiffre. Oui. Dans tous les cas, les 66 disparus, on ne sait pas quel est leur statut aujourd'hui. Mais justement, ils sont exilés ou ils sont... Mais quand on ne sait pas, on ne dit pas que ce sont des morts. Non. Ça, moi, il faut qu'on soit clair là-dessus. D'accord. Oui. Baba voulait dire quelque chose. Au-delà des disparus, le statut des disparus, moi, je pense que ce que le procureur a dit, c'est une source qui donne une information. Ceux qui ont annoncé les 210 aussi, c'est une source qui a donné cette information. Sur quelle base on devait faire la confiance qu'au procureur seul
et laisser les autres. Donc Pourquoi? vous pouvez traiter le procureur sur le même pied d'égalité que les Mais pourquoi associations. pas? Pourquoi pas? Je suis vraiment dommage dans une république. Le procureur n'est qu'une source, il n'est qu'une partie dans cette affaire en justice. C'est une institution qui doit être respectée. Je suis désolé, mais le procureur n'est qu'une partie, dans cette affaire. Et en plus, qu'est-ce qui vous dit que le procureur, à l'étape actuelle de son enquête, il a pu faire le tour de toutes les parties où il y a eu ces attaques-là, et il a pu dénombrer tous les morts qu'il y a eu. Il a dit qu'ils sont à cette étape. Oui. Qui dit que demain, ils ne pourront pas atteindre une autre étape? Quand demain, ils seront à cette étape-là, le procureur Mais en ce moment, ne dit pas que si on lui a annoncé les 210 morts, on mentit. D'accord. Il peut arriver que demain, le procureur demande qu'on est à 210 morts. Voilà. Évariste Conseil-vous. Ce qu'il faut dire, c'est vrai qu'il faut que je dise à parfait, il y a une définition très juridique et très encadrée du terme disparu. Disparu, c'est celui qui est présumé mort dont on n'a pas retrouvé le corps. Donc on ne peut pas venir ici dire que ceux qui sont comptabilisés dans les disparus là, ne sont pas morts. On dit dont on n'a pas retrouvé le corps. Maintenant, c'est vrai que moi, je voudrais intervenir un peu sur les deux volets. La sortie, par rapport au Colbert, je dis que ces messieurs-là doivent rester dans la République. Et encore, ce qui est très, très dur, c'est que leurs actions, en fait, je dis ça, c'est du chantage en fait économique. Si vous voyez l'axe, c'est un axe très important. Bénin, Togo, qui fait rentrer des marchandises. Et pendant que le pays est en deuil, ces gens-là ne trouvent rien d'autre qu'aller encore créer d'autres complications. Et là, c'est vrai que je félicite timidement, parce que je pense que quelques heures après que les forces de l'ordre ont dû se déployer pour dégager la route, immédiatement après, la force doit rester à la loi, ça c'est clair. Mais maintenant, il faut peut-être même envisager même les poursuivre, parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller empêcher d'autres Burkinabés de circuler, ça c'est un. Maintenant, par rapport à la justice, moi je note tout simplement que les chefs d'inculpation, génocide ou assassinat, c'est des inculpations qui sont imprescriptibles. Quel que soit le temps que ça va mettre. En tout cas, le crime de génocide n'est pas prescriptible. Forcément, oui. La justice devrait donc trancher. Donc, moi, je suis tranquille par rapport à ça. Je voudrais dire, après avoir écouté Parfait Silga, je retire les félicitations que je viens de faire à la justice. Pourquoi? Parce que selon certaines informations aussi, on sait que cette justice-là, ce pouvoir se met en route parce qu'au plan international, il y a des actions qui sont menées et qui risquent d'amener des gens s'asseoir à la haie par rapport au massacre des Peuls de Yirgou. Les 210 morts dénombrés par l'association, c'est des noms, des prénoms, des âges, le village exact. C'est-à-dire, c'est des personnes clairement identifiées qui ont été listées. Ce n'est pas des gens qui sont assis dans un bureau pour faire la liste. Pendant que ces gars-là se battaient pour faire ces listes-là, pendant que ces gars, le procureur était où? La justice burkinabé était où? C'est son rôle, ce n'est pas celle des associations de faire ça. Mais si le procureur vous s'assoit tranquillement dans son fauteuil, avec son climatiseur, il attend 2 ans, 1 an plus tard pour nous dire qu'il y a 50 morts. Nous disons non. Son travail, c'est au moment des faits, quand les massacres ont commencé, le procureur devait être sur le terrain. L'État burkinabé devait être sur le terrain, pas les associations. Et comme le dit Bama, effectivement, quand le procureur dit qu'il y a 50, il est aujourd'hui à 50. Rien ne prouve que demain, il ne va pas attester qu'il y a effectivement 210. C'est le stade aujourd'hui de son enquête. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il nous dit dans son rapport qu'il a été sur tous les sites où il y a eu des victimes? Il faut qu'il nous dise ça. Oui, mais la justice est en train de travailler, donc on ne peut pas aujourd'hui estimer qu'elle a fini. Elle est en train toujours de travailler. Elle a émis des mandats pour entendre des gens, 480 mandats d'amener qui ne sont pas encore totalement exécutés. Donc ça voudrait dire que l'instruction va permettre de révéler au terme donc, de ces conclusions. Voilà, donc, alors on va continuer. Cette fois-ci, on va parler économie. Économie avec le lancement de l'écho dans l'UEMOA. Ça, c'est une nouvelle qu'on a eue à Abidjan le 21 décembre. Alassane Ouattara, conjointement avec Macron, annonce que l'écho va devenir la monnaie en 2020 dans l'espace UEMOA, donc concernant les 8 pays, et que, voilà, en contrepartie, les 50% de réserve donc, de la monnaie CFA ne restera plus dans le trésor français. Et ensuite, il n'y aura plus d'experts français au niveau de l'UEMOA
sur les questions monétaires ou financières. Alors, de l'autre côté, à la CEDEAO, on ne tend pas vers cette même compréhension de la situation parce que l'éco devait être la monnaie de l'espace CEDEAO et donc une monnaie qui remplacerait le franc CFA avec des modalités et surtout avec une parité qui n'est pas une parité fixe mais une flexibilité donc qui permet de l'arrimer à plusieurs devises internationales. Alors, on est dans quelle situation? Est-ce qu'on est dans une situation de conflit de l'éco au niveau de l'espace? Évariste Conseil-Beau. Conflit de l'éco au niveau de l'espace. D'un côté, Ouattara et Macron qui annoncent l'éco pour l'UEMOA et de l'autre côté, l'éco CEDEAO. Qu'est-ce qui se passe? Parce que M. Ouattara a parlé au nom de la présidence, en fait, de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, on suppose, puisque personne, aucun autre chef d'État n'est sorti pour le contredire. Maintenant, c'est vrai que vous avez donné les critères, hein, c'est-à-dire notamment, si on regarde donc la réforme qui a été donc portée par l'éco, je dirais, versus donc UEMOA, ça n'a rien à voir du tout, fondamentalement, avec ce qui avait été le projet éco, version donc CEDEAO. Bon, maintenant, c'est vrai que nous sommes dans une situation un peu ambiguë. Et il va falloir donc que les autorités, en fait, de l'UEMOA sortent pour clarifier. Mais d'entrée, quand on regarde donc une analyse, un regard croisé donc des critères, il est fort probable que l'éco annoncé par M. Ouattara et M. Macron n'a rien à voir avec l'éco version initialement projet donc, de la CEDEAO. Mais alors, qu'est-ce qui peut motiver Ouattara comme ça au niveau de l'UEMOA? Parce que est-ce que ça ne créerait pas donc des difficultés? Parce que c'est les mêmes chefs d'État de l'UEMOA qui se retrouvent encore à la CEDEAO. Parfait. On a vu M. Ouattara assister à une réunion donc, de la CEDEAO, après donc, avoir annoncé donc, samedi, juste non, après. Certainement c'est un jeu. Moi je dirais peut-être c'est un jeu pour faire traîner les choses. Alors peut-être que parfait, la petite nuance qu'il faut dire, c'est que l'éco annoncé par M. Ouattara, outre le fait que les 50% des réserves restent plus dans le trésor français et que des experts ne vont plus être là, français ne vont plus être là, cet éco de l'UEMOA là est arrimé à l'euro uniquement. Mais l'éco, donc, entendu côté CEDEAO, c'est l'éco avec plusieurs monnaies, le yuan, la livre sterling, l'euro, etc., etc. Parfait. Je ne sais pas pourquoi Évariste est un peu timide quand il analyse, mais l'éco, c'est un seul projet. C'est la monnaie de la CEDEAO. Et ECO vient de... ECOWAS, c'est le diminutif de ECOWAS. C'est le projet de la CEDEAO. Il n'y a pas de projet de monnaie dans l'UEMOA. Le projet, c'est dans la CEDEAO. Donc, ECO, c'est le projet de la CEDEAO. Et les pays membres de l'UEMOA doivent rentrer dans ce projet. C'est ce qui est convenu. Maintenant, ce que Ouattara a annoncé devant son ami Macron... Le président Ouattara a annoncé devant son ami Macron, mais ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Et si vous regardez le communiqué de la CEDEAO, on dit que le comité prend acte des transformations importantes de la zone UEMOA pour intégrer la zone économique de la CEDEAO. Donc, ce qu'il a annoncé n'engage que lui. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est qu'après, personne ne lui est donné, personne ne l'a contredit. Et c'est ça qui est un peu dommage. Quand vous regardez tout ce qu'il dit, il dit que le CFA va devenir éco. Qui a déjà dit que le CFA va devenir éco? Que ça va être une parité fixe. Mais ce qu'il a dit là n'est même pas vrai. Et pour moi, je trouve dommage que, à la suite d'une visite, et ce n'est même pas élégant. Vous voyez des affaires d'une communauté. Et au détour d'une visite, d'une visite d'État, mais vous balancez ça. Mais en quoi ça regarde Macron? Il devrait parler au pays, ça devrait être une réunion des présidents de la zone UEMOA où, en tant que président en exercice, il dit voilà ce que nous avons décidé. Il n'a pas parlé de ça devant Macron. C'est vraiment dommage. Vous voulez réagir rapidement? Il n'a pas donné des propos fondamentalement qui nécessitent ce qui n'a pas remis en cause ce que j'ai dit. D'accord. Alors, on va revenir à toi, Bama. Alors, ce qu'on regarde, parfait, dit que ce n'est pas totalement différent. L'UEMOA va intégrer la CEDEAO, mais il y a quand même quelque chose, un élément important, c'est que l'UEMOA parle de parité fixe. Donc, arrimer l'éco
à l'euro. Alors, la CEDEAO parle d'une flexibilité, donc arrimée à plusieurs devises. Alors, est-ce que là, à ce niveau, on ne voit pas une autre manœuvre de M. Ouattara et de l'UEMOA comparée à la CEDEAO? Parce qu'on a entendu, après la réunion de la CEDEAO, le rapporteur, donc le rapporteur de la CEDEAO a tenu des propos devant les médias où il s'est un peu étonné de cette sortie de Ouattara et de l'UEMOA, de l'éco-version UEMOA, parce qu'il estime que ça n'intègre pas la démarche qu'eux, au niveau de la CEDEAO, ils étaient en train de mettre en œuvre. Non, moi je crois que la manœuvre, elle est claire. On n'a pas besoin de porter les lunettes pour la voir. Et Alassane Ouattara, il est... Enlève tes lunettes alors. Non. Non, Alassane Ouattara, bon, moi je pense que personne ne devait être surpris. Il est dans son rôle. En bon agent de la France dans la sous-région, il est dans son rôle. Et cette manœuvre-là vise encore à saper ce projet de la CEDEAO. Parce que l'UEMOA, quoi qu'on dise, c'est des pays francophones, à la sorte de la France, qui sont dedans, que la France peut manœuvrer comme elle veut. C'est plus facile à gérer que la CEDEAO, il y a le Nigeria et autres, le Ghana dedans, où la France n'a pas trop la même mise. Et cette façon de faire, d'aller couper pratiquement l'herbe sur les pieds de la CEDEAO, en s'appropriant son projet, c'est ce qu'il a fait. Et Alassane, moi je pense qu'il devait avoir honte, ce monsieur-là. Il fait honte à son pays, quoi, parce que ce n'est pas du tout sérieux. Ce qu'il a fait, c'est une trahison, une haute trahison, on peut qualifier ça comme ça. Comment un projet que la CEDEAO est en train de mûrir, qui t'en sorti, tu prends en fait comme si c'était un projet de l'UEMOA, et tu dénatures même ça. On a dit que l'éco de la CEDEAO, c'est une monnaie qui sera à une parité flexible, arrimée à un panier de devises. Toi, tu te lèves, tu dis non, que ça serait arrimé à l'euro via la France. Qui te donne ce droit-là? Et en plus, le même jour, il fait cette déclaration, il était à une réunion de la CEDEAO où on a bien réaffirmé la monnaie de la CEDEAO telle que la CEDEAO la prévoit. Il vient s'affibler, il vient se faire flanquer de Macron le soir pour dire autre chose. Mais ce monsieur, moi, franchement, je suis dessus de lui. Il faut préciser que M. Ouattara s'est exprimé dans ce cadre au nom de ses pairs, puisque c'est en sa qualité de président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Non, mais les autres n'ont pas. Est-ce que vous avez entendu? Ça fait deux tonalités quand même. Est-ce que vous avez entendu un seul chef d'État de l'UEMOA sortir le Mais justement, ils sont. Est-ce que ça fait quand même, double tonalité? En fait, le commentaire que je voulais faire en plus, c'est que en réalité, il démontre que ce projet de l'éco là, il est foncièrement contre. Parce qu'en réalité, si vous voulez, il regarde le poids de la Côte d'Ivoire qui représente peut-être... Dans l'UEMOA, mais pas dans la CEDEAO. Dans l'UEMOA. Mais dans le cas de la CEDEAO, le poids de l'Ivoire est relatif. Il sera forcément amoindri. Et puis, quand vous regardez le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est les 30% est constitué par les entreprises françaises. Donc, c'est un jeu qu'il fait, mais il veut s'aborder l'éco depuis la base. On a vu par exemple qu'il est démontré, et ça je crois que pour avoir entendu le rapporteur donc, de la CEDEAO, qui a estimé que par le passé, la monnaie, le franc CFA était plus dirigé vers l'euro parce que l'Europe faisait 75% de la part du commerce. Aujourd'hui, on est à 25% parce qu'il y a diversification, les gens vont vers l'Asie, l'Amérique, etc. Et que par conséquent, la parité fixe n'était pas justifiée aujourd'hui. Elle n'est pas pertinente parce qu'elle allait bloquer plutôt l'évolution économique dans la zone. Sans être technicien de l'économie, je lui fais foi. Et je dis que même sur le plan politique, ce qui s'est passé est extrêmement grave pour les Africains. Parce que ça montre jusqu'à quel niveau nous sommes incapables de concevoir des projets, de les poursuivre et de les faire aboutir pour l'intérêt de nos peuples et de nos populations. C'est ce que ça veut dire. Parce que moi, il m'étonnerait que les populations, ou même l'État du Nigeria, les autres, du Ghana, etc., qui étaient en lien avec la Grande-Bretagne et qui ont coupé ce cordon-là, veuillent aujourd'hui s'arrimer à une ancienne puissance coloniale. Moi, ça m'étonnerait, ces peuples ne vont pas, même si les dirigeants acceptent, les peuples ghanéens et nigériens ne vont pas accepter. Donc, c'est un projet qui ne peut pas aboutir, ce n'est pas possible. Et ensuite, comme elle a noté, le matin, monsieur était avec Président Ouattara. Était avec la CEDEAO, où il a accepté avec tout le monde que ce sera un éco flexible. Bon, et le soir, effectivement, il y a un autre pour dire que c'est un éco rigide qui est bloqué sur
sur l'euro et de surcroît sur la France. Moi, je crois que comme on l'a dit, c'est vraiment très grave. Les mots me manquent pour ne pas subir le cas de Kémy Séba et Kémy Séba éventuellement. Maintenant, je préfère m'en tenir à ça. L'éco-version UEMOA qui va évoluer vers... Mais est-ce que ce n'est pas une question... Évariste, ce projet éco-UEMOA n'existe même pas. Ça n'existe pas, c'est ça. Mais il faut le dire, ça n'existe pas. Pourquoi Ouattara le sort de sa tête ex nihilo? Mais est-ce que ça ne veut pas dire que derrière tout ça, peut-être que derrière tout ça, le silence qui a suivi au niveau donc des chefs d'État de l'UEMOA, est-ce que ça n'est pas une tension qui naît aujourd'hui entre deux économies de la zone, c'est-à-dire l'économie anciennement UEMOA et avec la Côte d'Ivoire qui tire, et l'économie tirée donc de l'autre espace des anglophones. Est-ce que ce n'est pas une affaire anglophone, francophone qui revient là aujourd'hui? Ouattara sait de toute façon que si on rentre dans la monnaie, c'est dans la monnaie éco de la CEDEAO, le poids de la Côte d'Ivoire va être amoindri. Parce que quand vous regardez les économies du Ghana, du Nigeria, est-ce que ce n'est il y pas a pas légitime aussi? Non, mais pour le leadership ivoirien, oui, c'est pas légitime. Oui, mais en réalité, ce qu'il est en train de faire, c'est de s'aborder déjà la participation de l'UEMOA là dans l'éco. C'est ça qui est grave. Et je dis politiquement, oui, mais ça va retarder. Mais justement, le projet, quand vous regardez, il faut que sur le plan politique, ses pairs lui donnent la réplique. Sinon, là, c'est très grave. Alors, qu'est-ce que vous dites pour... parce que l'échéance est 2020. On a dit qu'en 2020, il n'y a pas longtemps, on a dit que c'est le Togo celui qui respectait les normes de convergence. Aujourd'hui, on a deux tendances qui, si on regarde très bien, est-ce que ça ne rejoint pas le conflit éternel anglophone-francophone? Qu'est-ce que vous pensez, en fait, du destin même de cet écho-là? En fait, moi, je pense très rapidement, une seconde. Je pense que c'est l'écho, aussi l'écho du Nigeria, en fait, pas du Nigeria, de la CEDEAO naît. Des pays tels que le Bénin, le Togo, le Niger n'ont pas le choix que de suivre le Nigeria. Ça c'est évident. Donc ça veut dire que le projet de M. Ouattara va tomber à l'eau de lui-même. Parce qu'en dehors de Burkina Faso, du Mali, qui sont effectivement des Sahéliens, assez maigres quand même. Qui sont quand même très maigres sur le plan économique. Bon, les autres pays tels que même le Bénin aussi est concerné, va être obligé de suivre le Nigeria. D'accord. Bama, très rapidement. Non, moi je pense que ce projet peut pas tomber. Et contrairement à ce que, pour rectifier un peu ce que Issaka vient de dire, moi je ne pense pas que ce soit que les Africains ne savent pas mener un projet à terme. Tout le monde est conscient aujourd'hui que les Africains savent là où ils veulent aller. Les peuples africains savent là où ils veulent aller. L'opinion africaine sait là où elle veut aller. Il n'y a qu'un système qui est là, mis en place par la France, avec des petits commis à la tête de nos pays, qui empêche les gens d'aller là où ils veulent aller. C'est ça la réalité. Et tant qu'on ne va pas arriver à mettre ces gens-là hors d'état de nuit, on ne va pas avancer. Et je pense qu'on est sur la bonne lancée pour les écarter. C'est ces commis-là qu'il faut mettre hors d'état de nuit. D'accord, parfait, Silga. Il n'y a pas de risque que l'éco va arriver à son terme. Non, l'éco va arriver à son terme, c'est le projet de M. Ouattara. Il aurait explosion plus tard en voie. Il va tomber à l'eau et on va aller vers l'éco de la CEDEAO. Évariste, je n'y crois pas. avec plus d'objectivité. Je n'ai pas la même lecture, parce que c'est les affaires de monnaie, je dis toujours, c'est pas les... C'est aussi de la géostratégie. Hein. Oui, il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup d'enjeux. Moi, je pense que c'est le statu quo qui va rester, parce que contrairement à ce que les gens pensent, on ne peut pas décréter la création d'une monnaie, parce que c'est depuis 28 mai 1975 que la CEDEAO avait dans son agenda la création d'une monnaie unique. Et en 1975 à maintenant, nous sommes combien? Nous sommes toujours en train de faire des balbutiements. Il faut une crise, quelque chose qui oblige les gens à aller vers une monnaie unique. Sinon, ça ne peut pas se décréter. Merci, Évariste Concebo. On termine avec l'affaire Soro. C'est la Côte d'Ivoire, donc le sujet international ou sous-régional, si on veut. Alors, l'affaire Soro, je vous laisse. Vous avez beaucoup suivi. Il y a beaucoup de débats là-dessus. C'est une affaire politique, c'est une affaire judiciaire. Alors, c'est une affaire électorale en Côte d'Ivoire. Le camp Soro estime que le pouvoir ivoirien empêche donc la candidature de Soro Guillaume. Le camp ivoirien estime que Soro Guillaume est à la manœuvre pour déstabiliser. Alors, on se retrouve dans une situation politico-judiciaire. Lengani Issaka, quel avis par rapport à cette question-là? Et bien entendu, la stabilité en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire fait vraiment très mal. Et fait très mal parce que ça montre un côté de la politique qui, de mon point de vue, n'incite pas à faire confiance aux hommes politiques. Quoique déjà, une maxime dit que en politique, celui qui croit
les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Bon. Sinon, cela dit, c'est vraiment dommage parce que la Côte d'Ivoire va vers une grosse crise. Une grosse crise qui peut même arriver à la prise des armes. Parce que si on écoute des informations underground, la crise est beaucoup plus grave que ce qu'il n'y paraît. Ce n'est pas seulement deux hommes qui s'opposent, mais c'est carrément deux grands pans de la société ivoirienne qui aujourd'hui sont en train de vouloir s'affronter. Et je crois que là, franchement, je crois que le président Alassane Dramane Ouattara a manqué de tact. Étant entendu d'abord que c'est lui qui est le président de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui est chargé de garantir la sécurité et la paisibilité du peuple ivoirien. Quand il prend des actes, quand il prend des positions, quand il prend des mesures qui amènent à mettre en cause même cette situation, je pense que c'est très grave. Parce que, si on prend les faits... Oui, justement. Il y a des écoutes téléphoniques qui incriminent Soro Guillaume en 2017, qui voudrait faire un coup d'État, etc. Ça circule. Est-ce que M. Ouattara, aujourd'hui, peut laisser ça passer ou il va... Oui. Vous savez, il y a eu un coup d'État, une tentative de coup d'État ici, que Maître Herman Yamego avait parlé de coup d'État avec pause café. Mais ici, de 2017 à 2019, c'est pas pause café, mais ça c'est carrément vacances. Je dirais, voilà, c'est ça. Donc, mais pour revenir je dis quand même, c'est vraiment extrêmement grave. C'est vraiment montrer, c'est vraiment abattir le noir en tant que tel. Comment voulez-vous que ce soit le jour de l'arrivée du monsieur en terre ivoirienne que patatras, tout lui tombe sur la tête en même temps? Et vous voulez me dire que la justice est indépendante et crédible? C'est pas possible. Bama, est-ce que ce sont les amis d'hier, ils ont conquis le pouvoir ensemble, etc. Aujourd'hui, Soro estime qu'on a vu d'ailleurs sa première déclaration, il dit que c'est bien fait pour lui-même, sa propre gueule. On s'imagine qu'il regrette d'avoir été donc aux côtés de Ouattara et aujourd'hui il est donc tout simplement liquidé ou tentative de liquidation de quelqu'un. Non, moi je pense que s'il est un vrai politique tel qu'il le fait croire, il ne devait pas avoir à regretter quoi que ce soit. Parce que moi je pense que c'est dans l'ordre normal des choses tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors, moi ce que je regrette plutôt, c'est le fait qu'on est en train de faire risquer gros à ce pays-là, hein, dans un moment où il ne faut pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on peut encore basculer, comme Issa l'a dit, dans une crise très grave. Et c'est ce qui est dommage. Si ça ne tient qu'aux politiques, ce qui se passe entre eux là, moi je trouve que ça, c'est même pas du tout un problème. Par exemple, du soutien à Soro, l'opposition, les pro-Blé Goudé, le RHDP, le PDCI avec tous les partis qui sont. Mais non seulement ça, mais on a vu par exemple quelqu'un comme Alpha Blondy faire un discours où il met en garde les hommes politiques. Est-ce que ça voudrait vraiment que la crise est très profonde? Oui, bien sûr. Et là, moi je trouve qu'il y a une seule personne qui sera responsable de tout ça demain si jamais tout ça dégringole, c'est Ouattara. Ça, il n'y a pas de... C'est lui. Parce que voilà un monsieur qui a eu l'occasion sur un plateau d'or pour rentrer dans l'histoire pour de bon. Il a souffert, on le sait, pendant un moment. Il est arrivé au pouvoir. Il a eu le temps de redorer son blason et puis quitter le pouvoir, laisser la Côte d'Ivoire en paix. Mais aujourd'hui, il est en train de travailler à s'aborder tout ce grand combat qu'il a eu à mener pendant un certain temps. Il est en train de tout faire pour rentrer dans l'histoire par la fenêtre. Et ça, c'est vraiment dommage. Merci. Bama, on va très rapidement terminer ici, une seconde sur cette affaire, et puis on prend les téléspectateurs. Non, quand je regarde la situation, ça me fait penser à cette citation de Machiavel qui dit « Si tu causes que quelqu'un devienne roi, tu cours à ta perte ». Ce qui arrive là est tout à fait normal. Parce que l'ADN du président Ouattara, ce n'est pas un ADN de démocrate. Ah ouais. Oui, c'est lui qui était à la base de cette rébellion que Soro a conduit de maître jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir. Et quand vous regardez aujourd'hui, il a toujours refuté la responsabilité. Non, ça ne regarde que ceux qui ne croient pas. Mais quand vous regardez aujourd'hui, il a bloqué Gbagbo dehors, et Blé Goudé. Aujourd'hui, c'est Soro. Demain, ça va être Bédié. Parce que il a choisi. Il a choisi un candidat
qui est probablement... Alors donc ça voudrait dire que tout... Est-ce que ça voudrait donc dire que il prépare ici, le boulevard pour son candidat qui est donc ça voudrait dire ici que c'est une affaire électorale. C'est une affaire politique. Il veut écarter tout ce qui peut être un obstacle pour son candidat qui est probablement Abondou. Merci. Évariste, très rapidement. Quelle lecture? Non, ce qui est sûr, il a dit, et c'est vrai que M. Ouattara est en train de museler tout le monde, mais il va aller tout droit vers... il va échouer, parce qu'il ne pourra pas passer. Maintenant, ce qu'il faut craindre... Parce qu'il chercherait un troisième mandat ou parce qu'il voudrait non, positionner quelqu'un? Ce qui est sûr, c'est un homme politique, il a l'ADN politique avec lui. Ce qui est clair, il écarte tous ceux qui peuvent le nuire. Mais on ne peut pas diriger un pays comme ça. La Côte d'Ivoire, on a vu. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne tire jamais les leçons. Quand même, la dernière crise post-électorale, ça fait 3000 morts, beaucoup de souffrances. Et malheureusement, on n'a pas assez tiré les leçons. Est-ce que nous voyons les choses venir? Ce qui est sûr, si ça ne s'améliore pas, ben on va aller tout droit au mur. Merci. On croise donc les doigts pour la Côte d'Ivoire, que cela n'arrive pas. Alors on va donc ouvrir les échanges avec nos téléspectateurs. Le premier, Touré Oumar, qui appelle de Bobo Dioulasso, sur les attaques d'Arbinda. Monsieur Oumar, Touré. Éloignez-vous de votre poste de télévision. Allô? Oui, allô, allez-y, monsieur Touré. Ah, d'accord. Bonjour à tout le plateau. Bonjour, monsieur Et Touré. je voudrais effectivement intervenir par rapport à la visite du chef d'état-major aux troupes. Mais avant, allô? Oui, allez-y. Voilà. Je vous en prie de me laisser d'abord vous féliciter vous-même, vous encourager pour avoir revêtu la tenue de contre-pouvoir. Parce que pour moi, un journaliste, est vrai, c'est un contre-pouvoir. Ça ne veut pas dire un opposant, mais celui qui critique dans le sens plein du terme, c'est-à-dire avec objectivité. Merci. Ce que je ne peux pas dire pour Silga qui semble défendre le MPP. Non, ne dites pas ça. Monsieur Touré, les opinions sont plurielles ici. Hein. Vous pouvez peut-être pressentir une opinion dans un sens, mais ce n'est pas le cas. Ici, les opinions sont plurielles. Sinon, ça ne servirait vraiment pas de venir s'asseoir ici, c'est pour dire la même chose. Hein. Donc, continuez pour votre intervention sur Arbinda. Féliciter ses troupes. Il est dans son rôle de le faire. Il faut aller remonter le moral des troupes qui se sont battus, qui ont vu certains de leurs camarades mourir et qui ont quand même résisté. Donc quand il va les féliciter, c'est une bonne chose. Mais on oublie une chose dans ce pays-là. On réagit toujours plutôt que d'agir. C'est une question de stratégie qu'on a souvent dénoncée. Au lieu de prendre les devants, on les tue avant d'aller réagir. Moi, je pense que quand dans une localité, il y a eu déjà des morts et que l'armée soit partie pour sécuriser, eh bien, il faut sécuriser dans le sens plein du terme, c'est-à-dire boucler la région, dégager tout ce qui était à l'intérieur comme élément de nuisance, et puis maintenant, veiller à ce que personne ne vienne entrer encore. C'est ça qu'on appelle sécuriser. Et si ça avait été fait à Arbinda, je pense qu'il ne serait pas rentré pour tuer d'autres innocents. Et ce qu'on est en train de faire présentement à Arbinda, il faut le transporter dans toutes les localités où des écoles ont été fermées, où des administrations ne fonctionnent pas. Il faut donc dégager le passage, c'est-à-dire faire un nettoyage et ensuite garder les frontières de la localité. C'est ce qu'on appelle sécuriser. Jusqu'à présent, on ne veut pas le faire. Et pourtant, les gens parlent d'élections abondantes. Ça veut dire qu'on a un calendrier, un agenda qui était caché. On laisse mourir les gens et puis à un moment donné, on se réveille pour empêcher ça et donner l'impression qu'on a remporté une victoire. Non, ce n'est pas sincère. Monsieur... Il faut réagir pendant qu'il est temps. Monsieur Touré. Et quand on parle de l'armée comme ennemi, il faut savoir que l'armée burkinabé a tué des citoyens. Il y a des brebis galeuses dans l'armée. Et tant que la réconciliation ne se fera pas, que des gens viennent avouer leurs crimes et demander pardon, comment voulez-vous qu'on leur fasse confiance? D'accord. Quand on ramasse des cadavres sans qu'on ne sache qui les a tués. Merci. Monsieur Touré. Voilà. Monsieur Touré. Monsieur Touré.
Ah, d'accord. C'était juste pour vous dire que vous n'avez pas été suffisamment juste avec Parfait Silga. Il n'est pas du MPP, je voudrais vous le préciser. Personne d'ailleurs ici n'a une carte de parti politique. Tous ceux qui sont là sont des journalistes. Ils ont leur opinion, que vous pouvez aimer ou ne pas aimer, que vous pouvez identifier comme étant proche de tel ou tel bord. Mais c'est ça aussi qui fait la pluralité sur ce plateau. Vous avez d'ailleurs dit que vous aimez que les journalistes soient contre-pouvoir. Comment ils le feront si ils ne vous donnent pas peut-être l'impression d'être d'un côté? Donc je pense qu'il faut être plus juste avec les uns et les autres. Merci. Oui, moi, en fait, j'ai noté quand même, moi, ce qui m'a intéressé, il a parlé de stratégie. C'est vrai qu'actuellement, nous sommes dans la réaction plutôt que dans l'action. Et effectivement, sécuriser une zone, moi, je reviens un peu à ce que Lengani disait, qui va faire mal, peut-être que les gens ne vont pas aimer, mais on a l'impression que les gens se replient dans des positions pour défendre. On défend des positions, on ne sécurise pas les localités. Or, il faut arriver à sécuriser la localité, parce que ça, c'est très important. Parce que comme on l'a dit, le rôle des FDS, c'est vrai, c'est de protéger donc les populations civiles. Ça, c'est la première mission d'abord. Donc moi, qu'on tire 10 000 terroristes, ça n'a pas de... Le terroriste, il vient pour mourir, comme je l'ai dit. Son objectif même, c'est de mourir. En revanche, ce n'est pas l'objectif du civil, ni du militaire. C'est de vivre et de protéger. Donc, je pense qu'il y a un problème de stratégie qu'il faut revoir. D'accord. Alors, on va prendre le second téléspectateur qui revient donc sur l'attaque des Arbina. Donc, vous aurez l'occasion de réagir. Monsieur Lamoussa Ilboudo, Lamoussa François de Ouagadougou sur attaque Arbina. Monsieur Ilboudo. Ouais, bonjour, alias Henri Soboro. Alias Henri Soboro, d'accord. Voilà. Et je dirais tout simplement que, en réalité, quand j'ai vu tout le tapage qui est fait autour de nos militaires qui ont repoussé une attaque, moi j'ai eu honte. Parce qu'il y a eu 31 femmes qui sont mortes. Nous n'avons pas le sens des symboliques. Nous pensons que le monde là, c'est quelque chose de vaste comme ça, et on vit comme on veut. C'est les symboles qui dirigent le monde. Quand vous avez un pays où les hommes ne sont même pas capables de protéger leurs femmes, n'en parlons pas leurs enfants, ça veut dire qu'en réalité ce pays est foutu. C'est ce que ça veut dire. Et quand je vois des gens qui ont mis le fait qu'il y a eu 80 terroristes qui ont été tués, mais qui n'ont pas compris que en réalité, le fait que le camp n'a pas été rasé, ça a été le fait que les informations sont venues d'où? Ce sont venues des civils. Quand on dit que les services de renseignement ont donné l'information, il faut savoir qu'il y a des civils qui ont contribué. Et qu'une armée qui est en détachement pour protéger une population n'a pas été capable de protéger la population, c'est-à-dire pour qui il est venu. Et les gens s'enthousiasment parce que tout simplement on a tué 80 terroristes. Alors que ça montre que déjà nous avons des problèmes énormes à sécuriser même la population civile. Alors que c'est pour ça qu'il y a l'armée. Sinon, si c'était juste... Regardez, actuellement, quand vous circulez à Ouaga, 40% de Ouaga maintenant est barré. Parce que les gens ont peur, ils sont étranger. Vous êtes là pour protéger les gens. Vous rentrez à l'intérieur, vous protégez déjà. Qui va protéger les civils? Et comme on a changé les paradigmes, les gens pensent que c'est normal. Quand on dit 80 civils sont morts, ça n'aime personne. Mais quand on dit 20 militaires sont morts, est-ce qu'on a manipulé la population? Et on a inversé les choses. Moi, j'aurais compris, et j'aurais réellement félicité, que 35 militaires meurent pour 7 civils. Parce que c'est pour ça qu'ils sont envoyés en mission. C'est pas le contraire. Maintenant, je vais finir par souhaiter bonne année à tout le Burkina Faso et vous permettre de quitter le pays. Merci, bonjour. Merci, monsieur Ilbou, alias Sebro. Voilà. Bama, sur les deux avis. Non, il a une lecture très lucide de la situation. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui sur toute la ligne. Hein, et il n'a fait que dire ce qu'on a dit sur ce plateau. Et parce que, et ce qu'il a dit qui est très intéressant, c'est que on ne peut pas comprendre que de pauvres femmes et des enfants, des innocents comme ça, on vient les tuer comme ça, et tout simplement parce qu'on a tué 80 délinquants, on fait du triomphalisme autour de ça, et on oublie ces innocents-là, ces femmes qui ne demandaient qu'à vivre, tout simplement. On les oublie, on est content, on a fait un bon travail. Je dis non. Et ce monsieur, il a vraiment bien vu la situation. Parfait. Monsieur Ilboudo dit qu'il fallait plutôt le contraire, c'est-à-dire que 35 FDS, il est beaucoup cynique, d'accord, mais il dit que 35 FDS auraient dû mourir pour 7 civils. Bon, qu'on comprendrait. Peut-être que monsieur Ilboudo n'a pas des militaires dans sa famille, mais je crois qu'une vie équivaut à une vie. C'est-à-dire une vie de militaire
équivaut à une vie de civil. Donc quand il est dit, je trouve que c'est assez grave. Cependant, les militaires ont été formés, ils doivent agir pour protéger les populations, ils doivent agir pour protéger l'intégrité du territoire par rapport à cela. Donc, il faut souhaiter, moi ce que je dis, personne, en tout cas je n'ai pas entendu dans le triomphalisme dont vous parlez là, en tout cas une sorte de déni de la mort de ces 35 personnes. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que la montée en puissance de l'armée là puisse permettre que demain, à la prochaine attaque là, il y ait des actions tendant à protéger davantage la population, afin qu'on n'ait plus 35 morts. C'est-à-dire que demain, qu'il y ait moins de militaires qui meurent, moins de populations civiles qui meurent. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Oui. On est tout à fait d'accord avec vous, oui. Mais je trouve, et je le dis, c'est indécent que le chef d'état-major général des armées aille dire, devant la dépouille de 35 civils tués, que l'armée a fait le bon boulot. Ce n'est pas possible. C'est inacceptable. Ce n'est pas le bon boulot. Le fait d'avoir repoussé avec autant de bravoure cette attaque-là, ce n'est pas du bon boulot. On ne dit pas que les enfants n'ont pas manqué. Ce n'est pas ce qu'on dit. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Les enfants se sont battus avec la stratégie que les chefs ont inventée pour eux. Ils se sont battus, ils ont donné leur vie éventuellement pour défendre ce qu'on leur a dit de défendre. Nous, on dit que la hiérarchie a mal situé les responsabilités. Ce n'était pas de défendre le camp, mais c'est de défendre les populations. Et ça, ce n'est pas la faute des hommes sur le terrain, c'est la faute de M. Minungo. Moi, je suis d'accord sur le fond, tout ce qu'on a dit ici, mais seulement moi, je note que c'est une nouvelle situation pour nos forces armées. Il faut qu'ils arrivent à tirer des leçons et qu'ils puissent améliorer la situation. Quand Parfait dit la prochaine attaque, moi, j'aurais voulu que la prochaine attaque vienne de nos FDS. Qu'au lieu qu'ils se cantonnent, qu'ils bougent. Et c'est en ce moment maintenant que moi, je pourrais dire qu'il y a une montée en puissance. Mais tant que ils seront en position de défense, moi, je ne vois pas du tout la Merci. Il faut aussi préciser que le monsieur n'a pas dit qu'il ne déplore pas les morts des militaires. Hein. Il ne met pas une mort à côté... il a dit qu'il souhaite que désormais, il y ait plus de civils. Pas souhaité. Il a dit que la prochaine fois... Non, attendez, vous l'avez écouté. Merci, on est au thème de l'émission. Tout le monde a entendu ce que le monsieur a dit et chacun va se faire une idée. On est au thème de cette émission. J'étais donc avec Parfait Silga. Il est journaliste, il est analyste. Merci Parfait d'être passé sur ce plateau. Issaka Lengani, directeur de publication de l'Opinion, qui paraît en ligne. Merci Lengani d'être passé. Juste à la droite de Lengani, Bama Lagui, rédacteur en chef de Courrier Confidentiel, qui était un bimensuel, d'accord, ça tombe bien alors, bimensuel d'investigation. Et puis enfin, dernier invité, Évariste Faustin Concebo, chroniqueur média, président du cercle d'éveil, association de défense des droits de l'homme. On se retrouve donc l'année prochaine, si Dieu le veut, pour un autre numéro de Presse Eco.